Au large de la Corse se dressent les côtes rocheuses et escarpées du golfe d'Asinara, une échancrure profonde qui s'étend depuis Santa Teresa di Gallura à l'est jusqu'à la petite île d'Asinara à l'ouest. C'est un rivage très sauvage, au relief tourmenté, qui ressemble à s'y méprendre aux côtes accidentées de la Corse, et nous rappelle que Corse et Sardaigne ont connu une origine géologique semblable et une histoire ancienne assez parallèle. La forteresse médiévale qui domine le golfe rappelle cette histoire mouvementée, où interviennent d'obscurs seigneurs, à moitié corsaires ou pirates. Il existe d'ailleurs une légende qui prétend que ce château aurait été édifié par le célèbre Barberousse, un pirate sanguinaire qui aurait écumé la Méditerranée au XVIe siècle et fait de cette île une de ses places fortes. Ce n'est qu'une légende, mais elle reflète bien le destin particulier de terres isolées, perdues dans l'immensité de la Méditerranée. L'île d'Asinara est un endroit magique, époustouflant de beauté. Mais il me semble, les amis, que c'est aussi un lieu pour le moins très inhabituel pour commencer un périple en Sardaigne. Car enfin, cette île d'Asinara ne possède ni port ni ville, ni même le moindre village. C'est un écueil de falaises abruptes, battues par les flots, où nichent les oiseaux marins. C'est un territoire sauvage que l'homme a déserté il y a bien longtemps, et où déambulent, paraît-il, quelques vieilles âmes égarées, à jamais prisonnières de ce récit. Merci, hein. Surtout ne vous retournez pas. Karine, Oui. je ne vais pas encore me répéter, mais l'aventure en Sardaigne avec une veste blanche, alors là, ça me fait rire. Dis donc, tu m'avais pas parlé d'une aventure en Sardaigne. Tu m'avais parlé d'une escapade. Mais pour moi, une escapade, c'est avant tout se relaxer, c'est bien dîner, et puis ensuite aller découvrir de magnifiques monuments. Oui, mais enfin, j'allais pas demander à mon ami Valentin, pêcheur de Bonifacio, de nous conduire à Oristano. Et en plus, il a insisté, aller sur l'île de l'Asinara. C'est superbe, c'est magnifique, c'est grandiose, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est vrai que c'est très beau. Et en plus, ça ressemble à la Corse. Et je dois t'avouer quelque chose. C'est que devant l'insistance de ton ami à vouloir nous débarquer, j'ai trouvé ça quand même un petit peu louche. Et c'est pas ces belles paroles qui vont nous remplir l'estomac. Comme toute bonne idée naufragée qui se respecte, soit tu trouves une bouteille de rhum, soit tu trouves une bonne boîte de gâteaux secs. Les gâteaux sardes, mes préférés. Non. Non. Oh, ils sont trop bons. Il faut les mériter. Comme ils sont beaux. Celui-là, j'adore. Alors, je vais choisir... celui-là. Pas touche. Celui qui connaît, mange. Et remporte la boîte de gâteaux secs. Celui-ci. Je connais. Et en plus, celui-là, il a une histoire. La Sardaigne a pour coutume d'honorer les morts. C'est une fête un peu comme Halloween. Dans le nord de l'île, on l'appelle Su Mortu Mortu. Et dans le sud, Animedas. Et dans la nuit du 1er au 2 novembre, on a l'habitude de dresser une grande table bien garnie pour que les défunts puissent venir se restaurer. Et les enfants vont dans la ville taper aux portes des maisons pour demander des offrandes pour leurs morts. Et ils disent toutes sortes d'expressions typiquement sardes, comme posse anima,
qui veut dire en gros donnez-nous quelque chose en offrande s'il vous plaît, c'est pour nos morts. Et on leur donne ce petit gâteau qui est toujours en forme de losange avec des raisins secs. Et c'est de là d'ailleurs que tient son nom, Papacinos. Parce que Papassa, c'est l'uva sultanine, c'est le raisin que l'on trouve le plus en Italie. Et grâce à ça, j'ai remporté la boîte de gâteaux qui va m'être vraiment très salutaire. Mais, si je trouve ce qu'il y a à l'intérieur, je les mange. D'accord. La confiture, ça, c'est le canestrelle. Ouais, s'oublie. Le gros, la ricotte. Oui, on dirait une embrouchade. Mais tu es en train de tout manger là. Ça, c'est la ricottine. Ah bon, hein? Croque pas dans tout. Lui. L'eau de vie là. Du marc de raisin, c'est le ticas de Saba. Oui, oui. Non, mais c'est bon. Toi, là. Mais arrête, tu vas tout me manger. Tu vas t'apprendre ton Papacinos. Et après ça, je vais aller voir si on ne trouve pas un autochtone pour nous le ramener sur la terre ferme. Ça serait pas une mauvaise idée, ça. Trop bon. Vous voilà donc perdus au milieu de la mer, les amis, sur ce rocher malmené par les vagues, tels des naufragés en souffrance. Sachez que vous n'êtes pas les premiers à être ainsi débarqués sur ce récif, avec juste de quoi survivre. L'île d'Asinara a longtemps été une des portes d'entrée de la Sardaigne, une terre où l'on mettait les équipages en quarantaine avant de les autoriser à regagner les provinces de l'île. C'était un passage obligé, salutaire, comme une épreuve qu'il fallait endurer avant de pouvoir se rendre en terre promise. Mais, on c'è veramente un hibou. Il n'y a personne. Il n'y a pas âme qui vive. À part les petits troupeaux d'ânes, Ouais. c'est complètement déserté. À mon avis, ton ami le pêcheur nous a vu venir. Ah, je sais pas, moi, mais. Elle est seule au monde, hein? Mais par contre, tu vois, je trouve vraiment l'endroit très joli. Et puis, j'avais jamais vu des lazarets pareils. Et tout a commencé en 1854, quand le roi de Sardaigne décida de faire construire le phare de la Punta di Sgongo, la Punta des Aragonais. Et bien sûr, ici, il y avait une population qui habitait l'île de l'Asinara. Il y avait des pêcheurs et il y avait aussi des bergers avec leurs troupeaux et leurs familles. Oui, avant, il y avait du monde. Ouais. Mais comme l'île avait une caractéristique particulière pour construire un lazaret, eh bien, on a fait partir tout ce beau monde à Stintino. Les pauvres. Et oui, et là, eh bien, on a commencé la construction des premiers lazarets sur l'île de l'Asinara. Et je crois que ce lazaret est le premier d'Italie. Le premier d'Italie. Je te rappelle quand même que la Sérénissime de Venise était à la tête de la flotte la plus puissante au Moyen-Âge. Et que du coup, elle était confrontée à ce genre de problème. Elle avait des maladies dans ses navires. Et ces maladies se propageaient de port en port, se propageaient de marin en passager et finissaient par arriver sur les terres. Mais la République de Venise a eu une brillante idée. Elle a eu l'idée de débarquer les équipages qui pouvaient être susceptibles de porter des maladies infectieuses et de les mettre sur des îlots complètement isolés pendant une quarantaine de jours. Et ça, à l'époque, c'était vraiment pas rare de trouver des sortes d'hôpitaux à l'entrée des ports qui prenaient soin des marins souffrants. Parce qu'à l'époque, quand même, il y avait la lèpre. Ah, la lèpre, une maladie terrifiante. T'imagines que tu pouvais l'avoir en toi pendant des années, 5 ans voire plus, et tu le savais que quand les lésions cutanées apparaissaient sur la peau. Et là, ça se déclarait partout, dans les yeux, le nez, la bouche, les bras, tu pouvais même plus bouger. Et le pire par-dessus tout, c'est que les lépreux, ils ne connaissaient ni la douleur ni la chaleur.
Quoi, tu veux dire qu'ils étaient en quelque sorte anesthésiés? Ouais, une anesthésie cutanée, partout. Oh, les pauvres quand même, c'est lépreux. Tu te rends compte qu'on les prenait, on les enfermait très très loin dans des endroits très isolés, dans les montagnes ou même dans les forêts. Et puis en plus que la lèpre, c'était pas la pire. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi des épidémies de peste. Il y avait le choléra, il y avait le typhus, la dysenterie. Et puis il y avait toutes ces fièvres que ramenaient les marins lorsqu'ils voyageaient sur le continent africain. Alors du coup, ces îlots ont servi évidemment d'hôpitaux avant même l'invention des lazarets. Eh bien moi, je n'aurais pas du tout aimé vivre à cette époque. Non, c'est particulier quand même. Et ici, sur l'Asinard, ces lazarets ont laissé la place à un centre pénitentiaire rempli de mafiosi. Quoi, une sorte d'Alcatraz sarde? Eh oui, un centre de haute sécurité, très surveillé. Si j'étais toi, je n'irais pas par là. Tu crois qu'on pourrait faire des mauvaises rencontres? Ça peut être dangereux. Tu es ni, moi. Tu es sûr? Oh non. Eh oui. Les lazarets du 19e siècle ont laissé place au 20e siècle à des centres pénitentiaires malfamés, peuplés des criminels les plus endurcis. Jusque dans les années 70, l'île d'Asinara fut un lieu d'enfermement redoutable et redouté. Une sorte d'Alcatraz sarde, comme tu l'as si joliment dit, Karine. Mais à la fermeture de ces centres, l'île s'est paradoxalement métamorphosée en un gigantesque sanctuaire pour des espèces animales éprises de liberté, comme ces magnifiques hordes de mouflons sardes que l'on peut voir déguerpir au milieu des chaos. Juste au retour des choses, ou facétie de l'histoire, Asinara est aujourd'hui un refuge pour espèces menacées, un territoire unique où l'endémisme joue un rôle prépondérant. Tu vois, à force de persévérance, on finit par y arriver. Viens. Chut. Comme ils les obéissent. Oh, comme ils sont mignons. Je suis trop content de les voir. J'en ai jamais vu. Les petits ânes blancs albinos. Tu sais que ces ânes albinos, ils sont uniques en Europe. On les trouve qu'ici à l'Asinara. Tu crois qu'ils sont endémiques à cet îlot? Parce que bon, l'Asinara, c'est pas non plus très très grand. Moi, j'ai entendu dire que leur présence serait due au roi de France Louis XVIII. Il aurait voulu pour lui-même des petits ânes blancs, donc du coup, il aurait envoyé des émissaires en chercher en Afrique du Nord. Ça, c'était à la chute de Napoléon, entre 1815 et 1830. Et lorsque le navire est revenu, il aurait été pris dans une énorme tempête. Il aurait même subi des avaries. Du coup, il serait venu se réfugier un certain temps sur cette île et il aurait abandonné tous les petits ânes. Et depuis cette époque, ils auraient proliféré, ils se seraient reproduits. Et du coup, par contre, ils ont gardé cette robe blanche très caractéristique. J'y crois pas trop à cette histoire. Je pense que ces ânes sont arrivés ici avec les premiers habitants de l'île. Les pêcheurs, les bergers, ils étaient là et on les voit encore aujourd'hui. Tout beau, tout blanc. En tous les cas, ils sont adorables. Oh, comme ils se grattent. Ils sont vraiment magnifiques. Regarde comme il pose sa tête. Il se repose. Ils font des bisous. Des fois, ils se grattent. On dirait qu'ils se mordent, mais... Ils se débarrassent des parasites. Ils broutent. Il y en a d'autres. On est encerclé d'ânes. Puis ils ont un beau poil blanc, long. La lumière réfléchit et le soleil les abîme un petit peu. Regarde, on dirait qu'ils ont des coups de soleil derrière les oreilles. C'est vrai. Par contre, ils ont de très très longs cils blancs et beaucoup de poils sur le front. Ça, c'est pour se protéger des rayons de soleil. Ils s'adaptent au climat.
derrière les rochers. C'est vraiment un petit paradis pour ces ânes. Et même sous le Forbe d'ailleurs, je crois. Profitez de l'ombre. Ah oui. Le petit âne blanc d'Azinara est devenu au fil du temps l'espèce emblématique de l'île, le véritable symbole d'une faune et d'une flore uniques, renfermant une cinquantaine d'espèces endémiques. Le relief est couvert d'une végétation basse de type maquis, où dominent des essences adaptées au vent et aux embruns, et qui ont su résister au fort pâturage des siècles passés. Il s'agit pour l'essentiel de plantes toxiques et d'épineux que chèvres, mouflons et sangliers délaissent. Oh, comme c'est beau là. C'est vraiment un endroit magnifique. T'imagines, on passe dans des chemins au milieu de forêts de forbes géantes. Regarde. J'adore ces plantes. Il n'y en a pas beaucoup chez nous. On en retrouve sur la côte ouest, vers Piano et Scandola seulement. Et ici, il y en a des millions de pieds. Regardez-moi ça. Ça fait Comme des elle est belle, l'eau. grosses poules géantes. Quelle couleur magnifique. Et en cette période, elles sont jaunes et vertes. Et puis plus ça va, plus elles rougissent pour devenir presque rouge flamboyant en l'été. C'est vraiment beau. Par contre, il y en a vraiment énormément. Les animaux ne la mangent pas parce que c'est un poison. Eh oui, ça pourrait être un poison, ça l'est. Hein. À l'intérieur, les branches, tu as une sorte de liquide, on dirait du lait. Et ça, c'est du latex. Et ça brûle. Il y a certaines personnes qui sont très sensibles, et d'autres comme moi, bien sûr, ne le sont pas. Et il faut éviter de les casser et de passer dedans. Hein. Regarde un peu le détail de cette fleur. Tu as les petites feuilles jaunes, avec la toute petite fleur orange et la tête verte. On dirait une tête de menthe religieuse. Ah ouais, c'est vrai. Ne casse pas, hein, sinon on va te sortir le liquide. Hein. C'est surprenant. Et encore, on l'appelle Ulatone. Ulatone mayo, la forbe arborescente. C'est magnifique. Il y en a partout. Karine, attention que ta belle veste en lin ne se transforme pas en veste de latex blanc. Très drôle. Vraiment très drôle. Ça te va bien de faire le fanfaron. Mais en tous les cas, on n'est pas rendu. Oh, comme c'est bon. Tu as bien raison, Karine. Vous n'êtes pas rendu. L'île d'Azinara est une bande rocheuse en forme d'arc de cercle, longue de près de 18 km et très étroite. Elle est surtout séparée de la Sardaigne par un bras de mer conséquent, connu pour la force de ses courants. Et je me demande bien à quel moment vous vous poserez la question du passage entre ce rocher escarpé que vous sillonnez et la Sardaigne véritable. Car ce n'est probablement pas dans cette tour en ruine ou dans ces quelques bâtiments désaffectés déjà aperçus que vous trouverez de quoi vous sustenter ou même vous confectionner un nid pour la nuit. J'ai bien peur, les amis, que ce merveilleux rocher sauvage ne soit en définitive assez peu hospitalier. Enfin, il vous faut pour l'heure traverser cette contrée désertique, du nord au sud, franchir la succession de lames dressées qui forment le squelette de l'île, pour atteindre son extrémité sud et voir devant vous se dresser au-delà des flots les falaises du Capo Falcone. C'est vraiment joli cette île. Hein. Tu as des roches, tu as du schiste, du granit.
Moi, j'aime beaucoup ces plantes là. Regarde, on dirait des petits coussins gris-bleu, c'est beau. Oui, des petits coussins douillets. Et si tu poses tes petites fesses, ma chère, tu verras que ça pique. Parce qu'en fait, ces petits coussins, comme tu le dis, c'est la centaurée épineuse. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça pique. Mais non, regarde. Il y a des petites épines. Et tu vois, ces épines, elles sont très très fines aujourd'hui parce que c'est des jeunes repousses du printemps. Mhm. C'est magnifique, hein, la nature. Hein. Et là, en fait, si tu regardes bien, en dessous de ces petites épines bleutées là, il y a des feuilles assez larges dessous. Il y a des feuilles vertes. Vertes. Alors ça, c'est les feuilles d'hiver. Et ensuite, elles vont se transformer en épines. Et tu vas avoir tout un massif, un petit bouquet. Et à partir de ces épines, qui sont tendres au début et qui vont devenir très acérées par la suite, l'hiver prochain, eh bien, elles captent l'eau de la rosée qui se dépose dessus. Et là, elle va récupérer l'eau pour alimenter l'intérieur de la plante. Parce que la racine se trouve au centre du bouquet. C'est très joli en tout cas. Et au centre, elle est toute morte. Elle se fane de l'intérieur en fait. Ah oui, en fait, c'est ce qu'il y a dedans. Tiens, je peux même arracher un petit bout. En fait, ça, c'est mort. Tout ça, c'est mort. Et chaque année, ce que tu as là-dessus, l'année prochaine, ça va jaunir, ça va mourir. Et dessus, ça va repartir. Et cette plante, eh bien, elle est endémique à la Sardaigne. Et elle existe qu'ici, sur l'île de l'Asinard, jusqu'au sud, vers Capocache. Ailleurs, tu ne la trouves pas du tout. Incroyable. Mais du coup, comme toutes les plantes épineuses, j'imagine que c'est pour se protéger des animaux, non? Oui, et aussi pour se protéger des conditions climatiques qui règnent ici, parce qu'ici, on est exposé au vent. Donc, toutes les plantes qui sont souvent exposées au vent, eh bien, elles s'adaptent et elles forment des petites boules et elles se protègent. C'est très mignon. Ça fait comme des pompons bleus. Ah, il y en a partout. Hein. Mm. Mais pourquoi par les rochers? Et je sais pas. Hein. Elle est grande cette île. Hein. On ira par là. Hein. Mais enfin, tu te rends pas compte? Descendre par là, Paul. Rassure-toi, Karine. Ces barres rocheuses sont les dernières de l'île, dont l'altitude décroît du nord au sud. Derrière se trouvent les vastes prairies de Fornelli, autrefois utilisées pour l'agriculture par les habitants de l'île, avant leur expropriation au milieu du XIXe siècle. Vous passerez les vestiges de ce petit monde paysan dominé par l'église et le cimetière, et terminerez votre voyage au bout de la plaine, face à la Sardaigne et son imposant Capo Falcone. Je crois qu'on a fait la boucle. Hein. Et un chenimo. Et toi, tu dis rien. Ah, moi, ça va. Bah, tu sais, parfois, Paul, dans la vie, d'un mal sort un bien. Ah. Parce que si ton cher ami Valentin ne nous avait pas lâchement débarqué sur cette île de l'Asinard, eh bien, on n'aurait jamais rencontré ces beaux petits ânes blancs. Et puis en plus, on a encore les mouflons à aller observer. Ah. Tu sais, un simple petit gâteau suffirait à me rassasier. Stop. Non. Ouais, Le dernier gâteau? Oh, méchant! comme ça, tout ne joue pas. Et nous, on va se concentrer sur un âge. Certainement pas. Mais je t'en prie, mon cher Paul. La voie est libre. Tu vas, je te regarde. Avec le courant qu'il y a là. Tu vois, il faudrait que tu te mettes tout là-bas, là-bas. Là-bas, tu vois où il y a la pointe. Et puis, tu vas dériver, dériver, dériver. Et avec un peu de chance, tu arrives avant la pointe.
Allez, va. Tu peux faire les calculs, hein. Je crois, Karine, que tu commences à bien connaître Paul et son humour plein de malice. Je le sens d'ailleurs déçu de ne pas te voir paniquer face à ce bras de mer, d'apparence infranchissable. Que veux-tu, Paul? Karine sait bien que tu as prévu une issue. Comment, d'ailleurs, pourrait-il en être autrement? Je ne crois pas un seul instant que tu serais prêt à passer la nuit sur ce rocher perdu, à écouter les vieilles âmes prisonnières se lamenter de leur triste sort. Les falaises qui se dressent au nord-ouest de la Sardaigne, face à la Corse, possèdent de nombreuses similitudes avec les falaises de Bonifacio. Elles sont faites de calcaire et leur histoire géologique est comparable. En réalité, les deux îles sœurs forment un même bloc, détaché du continent européen il y a presque 30 millions d'années, lorsque s'est creusée la fosse maritime qui forme aujourd'hui le golfe du Lion et la mer Ligure dans son prolongement. Constituant la bordure sud de cette fosse maritime, le bloc corso-sarde s'est retrouvé repoussé au milieu de la mer au fur et à mesure que la fosse s'élargissait. Le processus s'est déroulé sur des millions d'années et a mobilisé des forces tectoniques gigantesques, responsables de la configuration actuelle de la Méditerranée. Alors que la faille se creusait et s'élargissait, repoussant Corse et Sardaigne toujours plus au large, une partie du plancher océanique se fracturait. Certains des morceaux détachés se sont alors retrouvés propulsés par-dessus les bordures de ce nouveau bassin maritime en pleine construction, formant par exemple les célèbres calanques de Cassis. Mais aussi de l'autre côté, certaines falaises du bloc corso-sarde. Comme à Bonifacio, les falaises calcaires du Capo Falcone et des massifs qui le prolongent vers le sud sont ainsi constitués des morceaux de cet ancien plancher océanique désagrégé. Ce sont donc des roches sédimentaires très anciennes, formées il y a des centaines de millions d'années au fond des océans, par l'accumulation de squelettes calcaires d'animaux marins, souvent microscopiques, mélangés à des argiles marines, puis redressés hors de l'eau il y a quelques 20 millions d'années. Com'è bella quest'isola. È più che bella, è carina. On a vraiment une très belle vue d'ici. Tu as vu comme elle est belle cette grotte? Elle est jolie, hein? Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est ces falaises vertigineuses. Regarde-moi ça. La grée. C'est vrai qu'elles sont vraiment très très hautes. Peut-être même plus hautes que Bonifacio, non? 168 mètres et demi au maximum. Ah oui, quand même. Mais ici, il faut faire attention parce que la roche est très friable. Le sol se dérobe et il y a plein d'histoires ici. Ce qui est vraiment étonnant, c'est quand tu penses qu'une partie du plancher marin s'est soulevée, exactement comme dans le sud de la Corse. Ah ouais. Et ces falaises se sont formées il y a des millions d'années. Lorsque le bloc corso-sarde s'est décalé, tu sais, elle est liée à la tectonique des plaques. La plaque africaine est passée sous la plaque européenne. Et ça fait la mer, ça a ouvert en deux. Et les deux blocs, hop, ils se sont positionnés ici même. Et après, il y avait plusieurs mouvements tectoniques qui ont fait redresser ces falaises calcaires au-dessus de l'eau. Et dire que tout ça, c'est composé de minéraux, de mollusques, de coquillages. C'est vraiment impressionnant. Tiens, tu as vu encore une grotte marine là? Là, on se fait un plongeon en applique. Oui, c'est ça. Oui, comme ça, et on y va. Le saut de l'ange.
La pique est en effet impressionnant, Paul. Il l'est d'autant plus que ces falaises calcaires ont ensuite été modelées par les embruns jusqu'à épouser ces parois verticales dressées comme des remparts. Car il faut savoir qu'une des particularités du calcaire est d'être soluble dans l'eau. Ainsi, les vagues creusent à la base de ces immenses rochers émergés, provoquant des effondrements de parois qui façonnent ce relief de falaises abruptes. Parfois, l'eau se glisse dans une poche de craie plus tendre, sculptant alors des galeries étroites ou des grottes plus larges, des tunnels ou des passages voûtés que l'on nomme des arches. En réalité, tous ces gros massifs calcaires sont truffés de galeries creusées par l'eau au fil du temps, des galeries qui s'ouvrent au niveau de la mer, mais aussi et surtout qui les transpercent de toutes parts, par tous les trajets possibles de l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol et des rivières qui se forment et regagnent la mer. Ces multiples chemins sinueux naissent sur les reliefs et s'enfoncent à travers la roche selon les lois de la pesanteur. Ils débutent souvent sur les sommets par des petites anfractuosités, se prolongeant par d'étroits corridors qui se divisent et se répliquent au gré des atomes de calcaire dissous. En chemin, certains de ces couloirs se rejoignent pour former de véritables cavernes souterraines, impressionnantes et mystérieuses. Ah, regarde. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est chez moi. Ça m'a l'air un petit peu lugubre quand même, hein? Mais non, en plus, je viens juste d'installer la lumière et tu verras, c'est tendance. Et j'ai même mis un monte-charge qui va nous descendre dans les profondeurs de la Terre. Eh ben dis donc. Il n'y a pas des chauves-souris, j'espère. Dans les entrailles de ce massif calcaire se dissimule l'un des plus beaux joyaux d'architecture naturelle que compte la Méditerranée, sculpté millimètre par millimètre depuis l'aube des temps. Sur près de 4 kilomètres, de grandes salles voûtées aux multiples colonnes et piliers se succèdent, prenant parfois l'allure de véritables palais ou de temples fantastiques aux divinités inconnues. Et alors que l'on s'enfonce dans cet univers fantasmagorique, on débouche dans une salle gigantesque, avec des colonnes qui forment comme des arcades, semblant soutenir le plafond, digne des plus beaux écrits de Jules Verne. Allez, viens. Mais j'ai taché ma veste. Ah, je t'avais dit, tu rentres dans les profondeurs de la Terre avec une veste blanche. Tu vas ressortir multicolore, marron, gris, noir. T'occupe pas de la veste, regarde ce spectacle. C'est pas beau, ça? Surréaliste, cette pièce. Une caverne monumentale avec des colonnes partout. Regarde celle-là derrière. Bah. Ah, bah tiens, regarde ça. Un disque concrétionné. Waouh! Tu sais que c'est rare d'en voir. Il est merveilleux. Hein. T'imagines ce que peut faire la nature? Et ça s'est formé avec les courants d'air qui s'engouffrent dans la grotte, qui tourbillonnent, et ça forme ce genre de sculpture. On dirait une coquille Saint-Jacques. Oui. Le disque est sphérique parfait. Pouf. Sta grotta è stupenda. Wow, stalactite.
Mais cet orgue, il est absolument incroyable. Hubert, hein. Regarde ça, on dirait qu'il a été sculpté. Il est ciselé par la main d'un homme. C'est sensationnel. T'imagines cette grotte-là? Elle fait plus de 3 km de long. Après, il y a plein de cavités qui partent dans tous les sens. Nous, on est tout petits à l'intérieur des profondeurs de la Terre. Et dire que ça s'est formé il y a des millions d'années. Je crois que cette grotte, elle a... 70 millions d'années, c'est ça. Un truc comme ça. Ouais. Et là, c'est tout un complexe karstique. En fait, tu as l'écoulement de l'eau par infiltration qui va descendre dans la cavité. Et là, tic, 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 et ça va former des concrétions. Stalactite qui tombe, la goutte qui va remonter en stalagmite. Et après, des fois, il y a des jonctions et ça forme les colonnes. Les colonnes. Les colonnes se cassent et ça donne un spectacle extraordinaire. Et là, on a carrément un lac d'eau salée à l'intérieur. Hein. Eh oui. Parce que la grotte, elle est sous le niveau de la mer. Alors du coup, la mer s'engouffre. À un moment donné, elle réapparaît, elle reste comme ça. Un lac souterrain. Par contre, ici, il n'y a pas de vie marine. Hein, parce que même si les poissons arrivent de temps en temps à rentrer, ils ne restent pas parce qu'il n'y a pas de soleil. Eh ouais. Donc du coup, ils ne peuvent pas se développer. Il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Il n'y a pas de poules, pas de crustacés, pas de mollusques. Et tu sais que cette grotte, on peut dire que c'est une grotte fossile. Tu sais pourquoi? Non. Parce que comme les climats ont changé, d'ailleurs, tu regardes, tu n'entends pas du moins les gouttes tic, tic, tic. C'est vrai que c'est assez sec. Eh oui, parce qu'il ne pleut pas beaucoup ici en Sardaigne, et aussi sur le Cap Occache, il y a beaucoup de vent, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'eau qui s'infiltre, et donc il n'y a plus de formation de stalactites. Donc tu veux dire que si le climat reste tel quel, en fait, il n'y aura plus du tout d'évolution dans cette grotte? C'est ça, en gros c'est ça, mais bon, peut-être que d'ici quelques années, autant il va pleuvoir tous les jours, hein, et autant on aura encore de belles sculptures à venir. Bon, maintenant, on va peut-être y aller, non? Ah, elle est bien. Enfin, Paul, ça fait 7h35 qu'on est dans cette grotte. Maintenant, je pense qu'on a tout vu. Et alors, moi je reste encore émerveillé. Je regarde dans les moindres détails. C'est magnifique. Ce calcaire concrétionné là. En attendant, je vais prendre mon carnet pour décider ces merveilles. Ah non, pas le carnet. Hein. Oh. Enfin, tu vas pas dessiner ces vieux cailloux. Hein. Donne. Non, 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 non. Regarde, ta veste est détachée. Là. Ah ben ça, c'est pas marrant. Hein. Et le carnet, c'était pas marrant aussi. Les hommes ont donné des noms à ces cavités majestueuses. La salle des ruines, le palais, la salle de l'orgue ou celle des merletti, c'est-à-dire des dentelles, tous évocateurs des fabuleux décors qui s'y trouvent. L'une d'elles, juste après la cavité royale, se nomme curieusement la salle Smith, du nom paraît-il d'un capitaine anglais qui l'aurait découvert. La légende est étrange, mais en partie véridique. La Sardaigne, tout comme la Corse voisine, est restée longtemps une terre sauvage, connue de ses seuls habitants. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que des explorateurs étrangers, savants géographes ou naturalistes, ont commencé à s'intéresser à cette terre insolite au milieu de la Méditerranée. Dans le premier quart du XIXe siècle, plusieurs études de voyageurs sortirent ainsi l'île de l'anonymat. Et parmi ces illustres explorateurs, le capitaine Henry Smith s'attacha tout particulièrement à présenter un relevé précis des côtes de l'île, mentionnant pour la première fois l'existence de cette grotte. Bien sûr, il fallut attendre de nombreuses décennies pour que cette grotte fabuleuse soit connue du grand public, d'autant qu'à l'époque, on ne pouvait y accéder que par la mer. En 1959, pour répondre à l'afflux toujours plus important de visiteurs, les autorités décidèrent la construction d'un interminable escalier, l'escalier du Chevreuil, sillonnant la falaise en larges zigzags. La grotte de Neptune et ses fantastiques salles
devinrent alors un haut lieu du tourisme sarde, enfin accessible à une majorité de visiteurs. Elle servit même de décor à un film, Le continent des hommes poissons, tourné en 1978. Combien il en reste là? Ah, 354. On est bientôt arrivé alors. Oui, bientôt. C'est la descente, c'est facile. Tout le monde le fait. Mais la montée, il y a 654 marches. C'est dur à goulade. Hein. Imagine tous ces escaliers qui ont été sculptés. C'est un travail énorme. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait ces escaliers, on ne pouvait pas accéder à ces grottes puisqu'on ne pouvait y accéder que par la mer, que par le bateau. Et comme il y a eu de plus en plus de voyageurs, eh bien, on a créé ces escaliers. Eh oui, c'est vrai que par la mer, il vaut mieux éviter, hein, parce que la grotte de Neptune elle porte bien son nom. Et là, les vagues, et la petite veste tout à gauche. Hein. Mais tu vois, Paul, je pense que tu aurais quand même pu amener les scaphandres. Parce que des grottes, là, il n'y en a pas qu'une. Sous cette falaise, il y en a tout plein. Et il paraît même qu'il y en a une qui abriterait des peintures rupestres datant de la préhistoire. Mais elles sont sous l'eau. Oui, comme la grotte de Cosquer. Un petit peu. Bon, là, ce sont des sortes de graffitis, mais ils sont beaucoup plus récents, en fait. Et des archéologues auraient même découvert des poteries et des sépultures qui datent de 6000 ou 7000 ans. Tu te rends compte ? Mais toutes ces petites merveilles, eh bien, on pouvait les voir avant parce que le niveau de la mer était plus bas. Et on pouvait y accéder en bateau. Mais maintenant, elles s'ouvrent sous l'eau. Et donc, le seul moyen de les voir, ce serait d'y aller en scaphandre. Sous l'eau. Moi, je suis bien à terre, ça me va. Ne me parle pas du ciel ou des profondeurs. Hein. Je suis un vrai terrien. Hein. Alors, ça, on verra. Hein. Finalement, ta veste, elle est pas mal. Hein. Un bel achève. Un blanc lumineux. Ça glisse. Bon, un peu cintré, hein. Mais bon, elle est classe. Hein. Je suis bien. Pied aux acqua. Libretto et musetta. Ah, aussi. C'est léger, c'est frais. Comment tu le trouves? Ça te va pas si mal, à vrai dire. Je suis prêt pour une nuit blanche à Alghero. Et n'oublie pas les sacs, hein. C'est vrai, Paul, que la veste te va à ravir. Et si tu y ajoutais un chapeau à haute forme, tu pourrais alors prétendre ressembler à un de ces savants excentriques du 19e siècle, de ceux qui parcouraient le monde avec leur suite de porteurs afin de faire rentrer les terres reculées et sauvages dans la grande sphère de la civilisation occidentale. Malheureusement pour l'aventurier qui sommeille en toi, près de 2 siècles se sont écoulés depuis les explorations du capitaine Henry Smith et les études du célèbre géographe italien Alberto della Marmora, le premier à avoir longuement décrit la grotte de Neptune. Le monde d'aujourd'hui est totalement circonscrit et balisé, à l'image de ce phare du Capo Caccia, construit à l'aplomb même de la grotte Neptune et dont la route d'accès rejoint le fameux escalier du chevreuil. Pour la petite histoire, sachez les amis que ce phare, le plus haut d'Italie, fut construit en 1864 sur les ruines d'une tour aragonaise, au sommet de laquelle on allumait jadis des feux pour prévenir les navires des nombreux écueils qui affleurent tout autour de ces falaises. Preuve, s'il en faut, que la Sardaigne n'était pas une région aussi inconnue et sauvage que les auteurs du XIXe siècle l'ont prétendu. Mais à l'aube d'une reconstruction européenne moderne, le vieux royaume et ses mœurs séculaires faisaient figure d'archaïsme.
Ma grotte de quiétude m'inspire. Ce paysage fantastique fait naître en moi une idée de romance. De romance. Serais-tu devenu romantique? Non, je suis pas du tout romantique. C'est que j'ai la fibre pour peut-être créer un roman. Tu vois, j'imagine une bergère aux yeux d'émeraude, aux cheveux noirs, se faire enlever par un ottoman. Et là, le pastor, qui était son prétendant, eh ben, part à l'aventure pour sauver sa promise. Et puis la pleine intrigue et des batailles navales, les Espagnols, les Génois. Mais moi, j'adore toutes ces histoires de pirates et de trésors. Et surtout qu'ici, au pied de la falaise, il y a tout un tas de grottes. Eh. Jadis, la Sardaigne, c'était vraiment une terre de pirates. Et je te parle de ça, c'était vraiment au premier temps du Moyen-Âge. C'était avant les Génois, avant les Aragonais. Et à cette époque-là, il y avait des pirates vraiment terribles qui naviguaient sur les mers. Il y en avait beaucoup par ici. Hein. Et il me semble que ce sont les Aragonais qui ont mis fin à la piraterie sur cette partie de la Sardaigne. Mais les Aragonais ont carrément utilisé les pirates pour lutter contre les Génois, là. Où avais-je la tête? J'ai oublié cet épisode. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on oublie souvent que ce sont les guerres commerciales entre les puissants qui ont favorisé l'essor de la piraterie. Et au XIIe siècle, la piraterie est un des moyens privilégiés pour combattre l'ennemi, à moindre frais. Oui, et surtout que les Aragonais ont pactisé avec les pirates en les autorisant à exercer, mais en fait pour leur propre compte. C'était vraiment très intelligent parce que du coup, ils avaient plus de pouvoir sur l'île, ils avaient plus de pouvoir aussi sur leurs ennemis, parce que du coup, ils étaient beaucoup plus imposants. Et aussi, ils s'étaient arrangés pour avoir un petit pourcentage sur toutes les reventes de ce qui avait été pris sur les navires. Et du coup, toute cette côte nord-ouest, à partir de Porto Torres jusqu'à Alghero et jusqu'à Oristano, est réputée comme étant vraiment très dentelée, très échancrée. Et on dit qu'elle abriterait toutes sortes de grottes qui pouvaient être des repères de pirates. Tiens, tu sais quoi? Tu vas commencer à écrire ton roman dans mon carnet. Ouais, mais il me manque une plume. Mais ne lis pas mes notes. Mais... Enfin. Non, c'est pas très correct. Hein. Bon, je le fais pas souvent. Tel un histrion. Qui dit histrion? Ils arpentaient les falaises vertigineuses d'un blanc immaculé. Et d'histrion. Et alors? On aurait pu mettre tel un goéland. Il survolait ces falaises vertigineuses d'un blanc immaculé. Et c'est mieux. Bon, et ça suffit maintenant. Stop. Tu te moques. Belle grotte, hein? Oui, Paul, belle grotte, comme tu dis. Belle grotte parmi tant d'autres. Car le Capo Caccia et toutes les falaises qui l'entourent sont truffées de corridors et de cavités, de toutes formes et de toutes tailles, tous formés par les eaux d'écoulement à travers le massif. Les géologues ont recensé pas moins de 20 cavernes d'importance dans le secteur, dont la grotte de Neptune, mais aussi celle de Néré, considérée comme la plus grande grotte submergée de toute la Méditerranée. Mais de très nombreuses sont encore à découvrir, cachées dans les profondeurs même de la montagne, au bout de galeries si camouflées ou si étroites qu'aucun homme n'a jamais pu s'y aventurer. Et de me dire, les amis, qu'il doit y avoir bien des trésors à contempler dans ces lieux tenus secrets. Des trésors naturels comme les architectures incroyables de la grotte de Neptune. Des trésors archéologiques datant des premiers peuplements insulaires. Et peut-être même des butins de pirates, comme des coffres précieux qui attendraient depuis des siècles que quelqu'un veuille bien les extirper de leurs vieilles cachettes. Après tout, la Sardaigne a longtemps été une terre de pirates et de corsaires,
et il fallait bien à ces bandes des endroits secrets pour entreposer leurs prises de guerre, sans risquer d'être à leur tour victimes de vols lorsqu'elles voguaient à leurs terribles occupations. Alors oui, Paul, je te comprends lorsque tu évoques l'attrait poétique de ce décor grandiose. Mais plutôt que de vouloir écrire un récit à la plume d'antan, il serait peut-être plus judicieux, te connaissant, de commencer par retourner les pierres de ces montagnes et de fouiller leurs moindres recoins à la recherche de quelques passages dérobés, obscurs et mystérieux, et de libérer enfin cette âme d'aventurier qui bouillonne en toi.